Bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais vous préciser que tout va bien pour moi. La seule raison pour laquelle on m'a demandé de faire les cours en distanciel, c'est parce que comme vous avez remarqué, je tousse depuis quelque temps. Donc mon médecin m'a demandé de ne pas venir au lycée, tant qu'on ne savait pas ce que c'était. Alors j'ai fait le test, je suis négatif au Covid. Je pense qu'on a dû vous le dire. En tout cas, c'est juste une mesure de précaution pour laquelle on m'a demandé de rester chez moi plus qu'autre chose. Et j'espère pouvoir très très vite revenir au lycée pour vous faire court avant que vous partiez en stage. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de finir le chapitre 6 sur les évolutions du marché du travail. Je vais pas revenir sur ce qu'on a fait en cours précédemment. Je vais juste reprendre le dernier point sur donc le troisième point du cours, les salariés et entreprises au cœur des réformes des politiques de l'emploi. Donc, vous pouvez très bien suivre avec le cours à côté. Je vais vous mettre un diaporama du cours. Voilà, les salariés et entreprises. Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est que le marché du travail, donc je reviens sur ce qui a été vu précédemment, le marché du travail, il est pluriel, il est différent, il évolue en fonction de la conjoncture, il évolue en fonction des pays. On va voir maintenant comment l'État va pouvoir faire baisser le chômage. On va commencer par des définitions. Taux de chômage, taux d'emploi et chômeur sont trois notions qu'il faut connaître. Le chômeur, peut-être plus importante, en tout cas à savoir, c'est un individu qui a trois caractéristiques. Il est sans emploi, il cherche un emploi et il est disponible pour travailler. Dire qu'il ne travaille pas, sans emploi. À la recherche d'un emploi, dire qu'il est inscrit sur la liste du chômage, inscrit donc sur la liste de Pôle emploi, et c'est l'une des caractéristiques assez particulières. Et il doit être disponible tout de suite pour occuper un travail. Donc quelqu'un qui est en formation professionnelle n'est pas chômeur de mesure où il n'est pas disponible pour travailler. Quelqu'un qui n'est pas inscrit à Pôle emploi, ou qui aurait été radié de Pôle emploi parce qu'il n'aurait pas fait les démarches nécessaires, ne serait plus considéré comme étant chômeur. Maintenant qu'on connaît cette notion-là, on va aller sur la notion de taux de chômage. C'est le rapport entre le nombre d'individus, qu'on va appeler chômeurs, et le nombre total d'actifs, c'est-à-dire le nombre total de personnes en âge de travailler dans un pays. Donc on comprend que ce taux de chômage est très intéressant, il est utilisé par l'INSEE, mais il a certaines lacunes, certains biais. Quelqu'un qui aurait été radié du chômage ne serait pas comptabilisé comme chômeur. Quelqu'un qui aurait travaillé que quelques heures dans le mois ne serait pas chômeur de mesure où il aura travaillé un peu. Quelqu'un qui serait en formation professionnelle ne serait pas considéré comme étant chômeur. Donc le taux de chômage est un indicateur intéressant du taux de chômage, mais qui a certaines limites dans la définition même du mot de chômeur. D'où le fait qu'on utilise aussi un deuxième indicateur qu'on va appeler taux d'emploi. On va plus parler maintenant des personnes qui sont au chômage, mais l'autre côté de la pièce, ceux qui ont un emploi. Taux d'emploi étant le rapport entre les personnes qui ont un emploi et le nombre total d'actifs. Ce qui veut dire que lorsque le taux de chômage augmente, dire que le taux d'emploi baisse. S'il y a plus de personnes au chômage, c'est qu'il y a moins de personnes qui sont employées. Inversement, quand le taux d'emploi augmente, dire qu'il y a plus de personnes qui sont en train de trouver un emploi, mécaniquement, c'est qu'il y a moins de chômeurs. Ces deux taux-là ne sont pas en contradiction, il faut juste prendre les deux pour avoir une idée finalement de la réalité de la politique dans un pays. Deuxième point, quand on parle de l'emploi, l'entreprise, l'État doit tout faire pour sortir les gens de cette situation de précarité. Il y a deux possibilités, soit politique active, soit politique passive. Politique active, c'est celle qui vise à accroître la quantité d'emplois dans l'économie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse y avoir plus d'emplois proposés par les entreprises. C'est-à-dire que tout ce qui va permettre finalement de donner des aides aux entreprises qui vont embaucher, limiter les licenciements, mais aussi former les salariés pour qu'ils trouvent un travail plus facilement. Une politique active, l'objectif c'est accroître le nombre de personnes qui vont travailler. Politique passive, on ne vient plus donner du travail aux gens, mais limiter les conséquences négatives liées au chômage. C'est tout ce qui est la politique liée donc au traitement social, donc donner des primes, donner des aides, donner des allocations. Une allocation au chômage ne permet pas à quelqu'un de travailler, mais elle va lui permettre de vivre en étant au chômage. Ces deux politiques, actives et passives, vont se conjuguer justement pour justement faire baisser le chômage. Et vont finalement se combiner dans l'objectif finalement d'aider l'économie à se redresser par ces deux types de politiques. Dernier point, ce que l'État pourrait faire ou ce que l'État peut faire justement pour dans le cadre de la recherche du plein emploi. C'est un vœu qui est compliqué, mais c'est une volonté quand même. Déjà être capable d'adapter le code du travail ou faire des réformes législatives en fonction des mutations du marché du travail. Si on voit que le marché du travail
en tout cas que la conjoncture est difficile et complexe, on va aider les entreprises avec une notion de chômage partiel par exemple. On peut aider les salariés en donnant des formations professionnelles, on peut aider les salariés en donnant des aides. Si on voit que la conjoncture économique est meilleure, savoir comment on va travailler par rapport à la compétitivité et la flexibilité des salariés, c'est finalement s'adapter en fonction de la difficulté actuelle. Autre possibilité, l'État peut offrir des formations professionnelles pour permettre aux salariés d'être plus flexibles et de plus s'adapter aux évolutions. Si on voit qu'il y a un tournant technologique avec l'avènement du numérique et l'avènement des nanotechnologies, peut-être que l'État a intérêt à former les personnes, former les actifs à ces nouveautés pour être en mesure de trouver un travail plus tard dans de nouvelles entreprises. La formation permet finalement d'adapter le besoin aux ressources. On va adapter plutôt les ressources salariées aux besoins des entreprises. Autre idée, l'idée d'un revenu universel, c'était une idée qui a été soutenue par certains économistes et reprise par certains politiques, notamment Benoît Hamon et de mémoire Mélenchon, mais je ne suis pas certain pour Mélenchon, mais je pense. L'idée était de donner un revenu à tout le monde, sans distinction ou sans prendre en compte l'activité professionnelle. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir au moins un revenu minimum universel pour tout le monde. Je crois que c'était 1 000 euros qui avait été calculé. On donne 1 000 euros à tout le monde à minima, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Je crois que même les étudiants étaient comptés là-dedans. L'objectif, c'est de les faire consommer. Parce qu'on a remarqué que moins on a d'argent, plus on consomme. Alors, j'ai expliqué, ça peut paraître contradictoire, mais je vais vous expliquer. La propension marginale à consommer diminue en fonction quand le revenu augmente. On vous expliquer ça de manière simple. Si je gagne 10 000 euros par mois, j'ai un salaire très très conséquent, je ne dépenserai pas mes 10 000 euros tous les mois. À prendre un exemple, je consommerai la moitié de mon salaire, 5 000 euros par mois, c'est déjà une belle somme, et le reste sera mis de côté. Sera mis de côté pour plus tard, je vais faire des économies, je vais épargner. Donc finalement, si je gagne 10 000, je consomme la moitié et l'autre moitié va échapper au circuit économique. Si maintenant je ne gagne que 1 000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Pour vivre, je vais être contraint de dépenser les 1 000 euros que j'ai pour me nourrir, pour me loger, pour me vêtir, pour me soigner, pour sortir un minimum. Je vais dépenser tout. Donc, en donnant 1 000 euros à tout le monde, je suis sûr que je vais faire marcher le circuit économique, parce que j'ai obligé les personnes, en tout cas les gens seront obligés, avec l'argent qu'ils ont, à consommer. Donc, l'idée d'un revenu universel, c'est permettre de donner de l'argent à l'ensemble des individus, l'ensemble des actifs ou inactifs, dans le seul objectif de les faire consommer et les faire finalement participer à la vie économique. Voilà aussi un peu donc les points qu'on peut adapter aujourd'hui. S'il y a des questions, je reste bien évidemment joignable, mais j'espère rentrer très très vite et revenir très vite au lycée pour répondre à toutes vos questions.